merci à toutes et à tous pour votre confiance. En effet, on vient de passer la barre symbolique des 1000 abonnés sur cette chaîne. Et ça me touche énormément et ça me fait très plaisir. Je voulais donc vous le dire, vous le partager. Merci. Merci également à Romain Molina qui a fait pas mal de pubs pour ma chaîne. J'en profite pour renouveler mes objectifs que je vous ai présentés dans une précédente vidéo, à savoir essayer de faire autant de vues que j'ai d'abonnés. Alors certes, ça devient de plus en plus difficile, mais clairement ça me motive énormément pour vous proposer à chaque fois de plus en plus de qualité, des vidéos de plus en plus qualitatives. Ah, ça me fait tellement du bien de partager ça avec vous, franchement, merci encore. Mais bon, il est temps de passer, je pense, au vrai sujet de cette vidéo, celui qui vous a fait cliquer, à savoir l'histoire du foot, et plus précisément celle du mondial 1966 en Angleterre. Et si je vous parle de cette Coupe du Monde là et pas d'une autre, c'est pas que pour votre culture foot, c'est également parce qu'elle est tout simplement extraordinaire. Entre le vol du trophée quelques semaines avant le début du tournoi, entre la surprise créée par l'équipe nord-coréenne, et en plus avec les suspicions entourant l'organisation de la compétition et sa finale, cette édition avait tout, mais alors tout pour être mythique. Cette année 1966 restera celle du début de la révolution culturelle chinoise et de la fin des Beatles, du coup d'état en Argentine et des coups de canon de Roger Hunt, comme meilleur buteur et champion avec Liverpool cette année-là. Mais footballistiquement parlant, l'événement de l'année, ce sera la première Coupe du Monde organisée par l'Angleterre et sa première victoire. Outre ces deux événements qui sont déjà exceptionnel en soi, le tournoi restera célèbre pour de nombreuses raisons. Il est tout d'abord une parenthèse au milieu de 15 années de domination d'un football brésilien, celui du Roi Pelé. En effet, le Brésil du Roi Pelé l'avait déjà gagné en 58, en 62 et le gagnera après en 1970. Mais en 66, le match très célèbre contre le Portugal verra le Portugais João Morais le découper complètement et le priver lui et toute son équipe du reste de la compétition. Cela bien évidemment sans être averti. Normal. Un autre match rendra cette compétition mythique. En effet, il s'agit de la finale entre le PIO et la RFA, qui fera d'ailleurs couler beaucoup d'encre, mais on y reviendra plus tard. Car il nous faut en effet commencer par le commencement, et même avant. Parmi toutes les histoires qui ont marqué cette édition 66 de la Coupe du Monde, il y en a une absolument délicieuse, digne d'un scénario hollywoodien que j'ai choisi de vous raconter, et elle est complètement dingue, puisqu'elle commence quelques semaines avant le début de la compétition. En effet, en mars 1966, le trophée, qui s'appelait encore du nom de son créateur Jules Rimet, était exposé à Londres dans une convention de philatélistes. Laissé sans surveillance pendant un office religieux, le trophée fut dérobé au nez et à la barbe de ses 5 gardiens. Avant même que l'affaire ne s'ébruite dans la presse, les organisateurs décident donc de créer en catimini une copie du trophée. Le lendemain, un certain Mr. Jackson les appelait et réclamait une rançon contre la statuette volée. Scotland Yard fut alors alerté et se mit à la recherche de l'énigmatique voleur, réussissant même à lui donner rendez-vous afin de le piéger. En effet, cachés sous des vrais billets, des liasses de papiers journaux dans une valise devaient servir à récupérer la statuette et à attraper le voleur. Après une course-poursuite dans les rues londoniennes, le voleur fut attrapé et il se trouva qu'en fait ce n'était que le messager qui était censé récupérer l'argent et n'avait pas la statuette sur lui. L'enquête était alors complètement au point mort. Et ça, jusqu'à ce qu'un chien, surnommé Mr. Pickles, retrouva le trophée dans un buisson. Oui, c'est totalement improbable, mais aujourd'hui encore, le mystère reste entier, on ne sait toujours pas qui avait volé cette statuette et pourquoi est-ce qu'elle avait été cachée ici. Et pour rajouter un petit peu de mystère à toute cette histoire comme s'il n'y en avait pas assez, des rumeurs de malédiction commencèrent à bruisser autour de ce trophée. En effet, 3 personnages principaux de cette mystérieuse histoire, le chien, le faux voleur et le président de la fédération anglaise, moururent prématurément peu de temps après la fin de cette affaire. D'ailleurs, pour la petite histoire, ce trophée, la coupe Jules Rimet, a eu une histoire sacrément mouvementée. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle fut dissimulée sous le lit du vice-président de la fédération italienne, dans une boîte à chaussures. Ensuite, elle fut donc volée et retrouvée en 1966, avant d'être définitivement volée en 1983 à Rio, et très probablement fondue. Elle a été remplacée par celle que l'on connaît depuis 1970, et c'est sa fameuse réplique que l'on peut voir dans le Museum of Football History de Preston. D'ailleurs, pendant cette compétition, ce n'est pas le seul objet symbolique qui a été volé, puisque en effet, le ballon de la finale avait été dérobé par un joueur allemand qu'il avait gardé chez lui pendant 30 ans, faisant de ce ballon l'un des ballons très certainement les plus connus de l'histoire du foot. Pendant cette Coupe du Monde, plusieurs équipes s'illustrèrent, le Brésil de Pelé bien entendu, mais aussi le Portugal de Zébio et évidemment l'Angleterre, le pays hôte. Mais celles-ci étaient toutes attendues. S'il y en a bien une d'équipe que personne n'a pu voir venir,
C'est bien la Corée du Nord. L'histoire est complètement folle et je la tire de ce bouquin, Héros oubliés de la Coupe du Monde, que je vous recommande tout particulièrement. Il faut déjà savoir que la qualification de ce pays à cette Coupe du Monde relève déjà du miracle. En effet, le football était arrivé seulement 10 ans auparavant et il était devenu, comme tout et n'importe quoi là-bas, une véritable affaire d'État. La FIFA avait en plus décidé de n'attribuer qu'une seule place pour 4 continents. L'Afrique, l'Océanie, l'Australie et l'Asie. Ah, j'adore la FIFA. Scandalisés, et il y a de quoi, les pays africains se retirèrent, ce qui laissa le champ libre à l'Australie et à la Corée du Nord pour se rencontrer, et ça a tourné quand même largement à la faveur de la Corée du Nord. 9-2 quand même sur les 2 rencontres. Ah, les Australiens, ils l'ont pas vu arriver. Le miracle semble enfin prendre fin lorsque la Corée du Nord découvre le groupe dans lequel il a été tiré. URSS, Chili, Italie et donc Corée du Nord. C'est donc clairement le groupe de la mort de la compétition. Et c'est justement contre une Italie prétentieuse et hautaine que le plus grand exploit de l'histoire du foot nord-coréen survint. Une victoire 1-0 à Middlesbrough devant un public anglais totalement acquis à la cause des Asiatiques. En effet, ceux-ci jouent de la même couleur que l'équipe locale et en plus ils dégagent une image des ouvriers luttant contre la bourgeoisie, ce qui clairement plaît aux Anglais, massivement ouvriers dans cette région. Vif, technique, porté sur l'offensive, quoique complètement désorganisée, l'équipe nord-coréenne semble renouveler l'exploit contre le Portugal en menant 3-0 au bout d'à peine 25 minutes. Mais c'était sans compter sans l'immense Eusebio qui s'énerve et leur colle un quadruplé, rien que ça, score final 5-3, ils sont donc éliminés mais avec les honneurs. Une épopée absolument incroyable et très certainement renouvelable si je puis dire, surtout quand on connaît le niveau de l'équipe nord-coréenne d'aujourd'hui, mais qui aura laissé quand même pas mal de traces. Si certains joueurs nord-coréens sont promus et décorés au sein de leur armée, certains sont carrément envoyés au bout d'un certain temps en camp de travail. Rien de plus normal dans ce pays, évidemment. Quoi qu'il en soit, au vu de la cérémonie de commémoration des 50 ans de l'exploit qui s'est déroulée à Middlesbrough en 2016, je pense que les habitants de cette ville, eux, n'ont jamais oublié. L'organisation du mondial anglais a été, c'est le moins qu'on puisse dire, des plus étranges. Et les premiers à s'en plaindre sont les équipes sud-américaines, qui, à l'époque, dominaient clairement le football mondial. Il faut dire qu'ils ont été très peu épargnés, que ce soit les centres d'entraînement sans but, ou à la pelouse non tondue, que ce soit les trajets courts anormalement rallongés, ou les chauffeurs de bus qui se perdent. Tout ceci est normal, évidemment. Et sur le terrain, c'est clairement pas mieux. Parlons du fameux match Argentine-Angleterre, dont j'avais parlé dans ma précédente vidéo. D'ailleurs, je vous conseille, si vous ne l'avez toujours pas fait, d'aller la voir parce que, objectivement, elle est vraiment trop bien. À la 35e minute du match, le capitaine de l'Albi Céleste, Ratin, fut expulsé par l'arbitre allemand Rudolf Kretlin, arguant qu'il aurait été insulté par l'Argentin. Or, ce dernier est avocat dans le civil et surtout est anglophile. Et l'allemand, lui, ne parle pas espagnol. Bizarre, sachant que l'Argentin fait même appel au service d'un traducteur pour pouvoir s'exprimer, ce qu'il peut faire en tant que capitaine, mais cela lui est refusé. Certes, les Argentins étaient très durs sur l'homme, mais les Anglais n'étaient pas en reste, mais seuls les Sud-Américains furent sanctionnés. Autre bizarrerie, la rencontre Uruguay-RFA, arbitrée bien évidemment par un Anglais, qui expulsa 2 Uruguayens, ce qui clairement facilita la tâche des Allemands, il faut le dire. Les Allemands étaient avec les Anglais totalement omnipotents dans l'organisation de la compétition, comme si un peu ils étaient de mèche. Et la France dans tout ça, elle participait bien à cette compétition. En effet, et d'ailleurs ça me fait penser qu'au début de la chaîne, j'avais fait une vidéo sur la place de la France dans l'histoire de la Coupe du Monde, qui je trouve est super bien sur le fond, alors assez dégueulasse sur la forme, mais elle a très peu marché, et je sais pas pourquoi, parce que j'en suis assez fier. Donc si vous ne l'avez toujours pas vue, allez-y, franchement, elle est vraiment top, vous le regretterez pas. La France donc, quant à elle, subit un peu le même sort dans un match important pour l'Angleterre pour la première place. En effet, la brute de Manchester United, Nobby Stiles, s'arrangea pour couper les jambes de 2 Français, et cela sans être averti bien entendu, et même en étant disculpé de toute faute après le match. Tout va bien dans cette compétition. Rajoutons à tout cela que bien évidemment l'Angleterre s'arrangea pour jouer tous ses matchs dans le seul et même stade, ce qui n'était jamais arrivé à part lors de la première Coupe du Monde en 1930, mais là il n'y avait pas assez d'infrastructures, et ce qui n'arrivera plus jamais après.
Bravo, messieurs les Anglais. Cette superbe mascarade trouva son apogée lors du match le plus célèbre, celui qui resta dans les annales comme étant peut-être l'injustice, la controverse footballistique du XXe siècle, la fameuse finale Angleterre-RFA. Le scénario de ce match est très connu. À la toute fin de la rencontre, les Allemands égalisent à 2-2 et les deux équipes vont donc en prolongation. Et c'est à la 101e minute que l'Anglais Horst décide de tirer sur la barre qui rebondit... on ne sait pas où, devant ou derrière la ligne blanche. Pour les arbitres, c'est derrière, mais évidemment pas pour les Allemands. Bien entendu, à l'époque, il n'y a pas de VAR, et même si les images récentes semblent quand même indiquer que le ballon n'était pas rentré, enfin, c'est mon interprétation, s'il s'agit d'une arnaque, c'est clairement la plus complexe que nos amis anglais aient pu imaginer. Et s'il s'agit de la chance, eh ben on peut dire qu'ils l'ont bien, mais alors bien forcé. Finalement, ceux qui se sont fait le plus arnaquer, c'est pas les Français, les Uruguayens ou les Argentins, c'est clairement les Allemands. Maintenant, si vous vous demandez pourquoi est-ce que l'équipe d'Angleterre depuis 66 est aussi mauvaise et n'a jamais rien gagné, eh ben vous vous dites peut-être que c'est pas pour rien. Et ouais, ça leur apprendra de tricher. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. N'hésitez pas non plus à commenter et liker la vidéo, ça m'aidera à la référencer, ça me fera énormément plaisir. Quoi qu'il en soit, je vous dis à très bientôt. Ciao les blaireaux, je vous aime.